bonjour à toutes, bonjour à tous. On est très heureux de vous accueillir au 104. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais ici, on a une baseline qui dit « Ici, vous êtes », qui se lit comme une proposition simple et qu'on espère puissante. Elle dit que vous êtes là, vous avez votre place. C'est une façon de reconnaître chacune et chacun dans sa singularité, dans un lieu où on peut exister avec les autres. Alors, lorsque la Fondation Falleret postule et remporte pour l'appel à candidature lancé par le 104 pour la reprise du Café Caché, situé au sein de l'établissement, on peut dire que c'est un choix assumé du CODIR pour une collaboration innovante. La Fondation Falleret déploie tout au long de l'année une offre de restauration et de coactivité entièrement pilotée par des personnes en situation de handicap psychique et leurs accompagnateurs. C'est un projet inclusif pour des personnes en insertion qui pourront exercer un métier au cœur de l'établissement. Pour le 104, c'est être aligné avec nos valeurs d'ouverture, de mixité, de partage et d'innovation. La culture, c'est un espace de rencontre, de reconnaissance et de cohabitation des différences. Alors, je vous souhaite ici d'être curieux, engagé, inspiré à travers cette proposition de la Fondation Falleret autour de la culture et de la santé mentale. Et je vous souhaite une très belle journée à toutes et à tous. Des politiques publiques et de ce qu'on peut faire pour amplifier ce qui nous a été donné à voir. Aurélie Lessou, plus spécifiquement, quel est le rôle de la DRAC et de l'État dans ces dispositifs et comment, plus précisément, le handicap psychique est-il intégré dans les politiques culturelles ? La DRAC était un service de l'État, mais une politique culture-santé, en fait, ça ne se construisait pas seulement l'État. La politique culture-santé, elle a aujourd'hui 30 ans, et 20 ans en Île-de-France, cette année d'ailleurs. C'est à la fois donc, les services de l'État, DRAC et ARS, mais on travaille avec la région, on travaille avec les départements qui ont aussi une compétence sur des questions de solidarité, personnes âgées et personnes handicapées. C'est un travail avec l'ensemble des acteurs, en fait, avec tous les établissements de soins, qu'ils soient donc hôpitaux militaires, établissements médico-sociaux pour personnes en situation de handicap ou personnes âgées, et évidemment avec l'ensemble des acteurs culturels et artistiques, les structures comme la Villette et les compagnies artistiques, les artistes indépendants qui vont à travers leurs propositions faire ces actions culturelles, mais aussi ancrer cette idée du droit à la participation artistique et culturelle dans ces milieux de soins. Et notamment en Île-de-France, nous on labellise les établissements de soins par un label Culture Santé, qui en fait demande un cahier des charges très complet de référents culturels, donc de personnes formées dans les établissements de soins pour accompagner des projets culturels, une commission culturelle avec des représentants d'usagers, et même nous dans nos commissions internes, on a des représentants d'usagers aussi. Donc en fait en gros on fait pas tout seul, et c'est avant tout le travail sur le terrain des professionnels du soin et des artistes qui font la politique culture santé au niveau national et notamment en Île-de-France. Nous, on intervient à différents moments, c'est-à-dire qu'à la fois, on a la question de comment on forme les professionnels du soin, comment on forme les artistes à l'intervention auprès de ces publics. Donc là, on a tout un volet. On a une question d'accessibilité. Donc là, on a un fonds accessibilité aux œuvres pour l'ensemble des structures culturelles d'Île-de-France. Donc là, on va travailler à la question du facile à lire et à comprendre, de tous des dispositifs d'accessibilité, LSF, audiodescription, etc. Mais on a aussi un gros volant sur la
communication, vraiment le fait de mettre en place des outils accessibilité de compréhension des espaces, des lieux, etc. On n'intervient pas sur le cadre bâti parce que donc depuis la loi de 2005, du coup il y a des obligations qui rentrent dans les obligations de travaux et des bâtiments et d'ouverture des ERP, mais voilà. Et puis on a donc ce grand programme d'accompagnement d'action culturelle, de projets en établissement, où là, DRAC ARS, on a un financement autour de 650 000 euros, où on accompagne environ 70 projets par an en établissement de santé. Et là, c'est des projets qui sont assez longs, où des artistes donc sont un peu immergés dans ces établissements pour embarquer, on va dire, les publics dans un processus créatif. Voilà, et fait de parcours culturels, de rencontres, de sorties, etc. Donc voilà, c'est notre manière un petit peu d'œuvrer, mais de manière plus large, l'interministériel qui se crée autour de Culture Santé, elle est importante entre le ministère de la Culture et le ministère de la Solidarité, parce qu'en effet, dans chaque plan stratégique, on essaye, nous on fait un peu du lobbying culturel quand on est en centrale au ministère, c'est quand il y a le grand plan sur les compétences psychosociales, par exemple sur les CPS, et aujourd'hui on voit que c'est inscrit dans le parcours fondamental à l'éducation nationale qui vient de sortir. En fait, quand on est sur un projet culturel, on travaille l'empathie, on travaille la sociabilité, on travaille plein de choses. Quand il y a un grand plan sur le sommeil, on intervient pour favoriser, par exemple, les temps de partage et surtout les temps d'accordage entre les parents et les enfants autour des arts. C'est-à-dire lire un livre, un parent qui lit un livre à son enfant, il renforce son lien et évidemment, du coup, favorise le fait qu'un enfant s'endort en confiance. Voilà, donc je vous donne des exemples un peu précis, mais notre rôle politique culture santé, il est là aussi. Sur la question de la toute petite enfance, on est beaucoup intervenu aussi. Sur la question de la santé culturelle, moi j'ai accompagné le rapport de Sophie Marinopoulos sur ce sujet, mais voilà, c'est comment on contribue à chaque politique publique de santé sur cette question qu'apporte l'art et la culture dans le bien-être de chaque personne. Rapidement, Sarah Russière. Enfin, rapidement, la transition. Quel projet vous menez spécifiquement à l'établissement public de la Villette autour de ces questions d'accueil de tous les publics, et notamment des publics en fragilité ou des publics ayant des troubles de santé mentale? Et une question pour suivre dès maintenant, c'est que les établissements, ce sont aussi les personnes et les humains qui travaillent. Et donc comment vous formez les agents, tous les agents qui sont susceptibles d'être présents pendant les visites et pendant les moments d'accueil à justement ces bonnes pratiques et ces bonnes façons d'accueillir tous les publics en prenant en compte leur spécificité. C'est vrai qu'à la Villette, des fois, on a un peu du mal aussi à savoir tout ce qu'on propose parce que c'est très très vaste. Donc c'est vrai qu'on a un établissement, on a un parc avant tout. Donc on a des projets autour de la biodiversité et du jardinage. Je reviendrai dessus plus précisément. On a un chapiteau de cirque, donc on propose aussi du cirque, de la danse, plutôt de la danse hip-hop, mais aussi de la danse contemporaine, des ateliers d'art plastique. Donc c'est vrai que ça, c'est une force aussi. On a aussi de la médiation animale avec une ferme pédagogique. Il y a plein de portes d'entrée pour rentrer vers la culture et pour concevoir un projet avec nos homologues. Donc ça, c'est une vraie richesse. Je vais prendre peut-être deux exemples, un plutôt autour de la danse, parce qu'on a deux projets assez forts cette année avec l'unité d'Avron et aussi avec le service de pédopsychiatrie de Robert Debré. Donc déjà, quand on parle de projet en danse, on explique bien qu'on n'est pas là pour faire des grandes performances et danser en public devant les autres. C'est vraiment un travail plutôt sur le mouvement. Et donc là, on va être plutôt sur du ressenti personnel. Comment quand on a
on a mal aimé son corps, comment quand on l'a oublié, quand on l'a mis de côté et pas aimé, comment on reprend ce plaisir-là, cette notion de plaisir par le biais de la danse. Il y a quelque chose avec la musique et la danse d'assez universel. On peut tous aimer danser sur des musiques de nos choix. Et donc ça, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui va nous toucher tous personnellement. Donc voilà, on travaille vraiment plutôt, on va dire, sur la question du mouvement, des petits mouvements qui vont réveiller notre corps, qui vont nous refaire prendre conscience de ce corps-là qu'on a parfois oublié, sans se sentir jugé. Et puis voilà, on est à la fois sur du personnel, sur le ressenti, et puis sur le collectif aussi, puisque on va danser ensemble, on va partager un moment ensemble, voilà, faire travailler ces notions de collectif, travailler avec les danseurs, et on demande aussi aux soignants de participer à ces ateliers avec nous. Et donc c'est ce qu'on disait, il n'y a plus de rôle en fait pendant ces ateliers de danse. On ne sait plus qui est patient, qui est soignant, qui est le danseur. On se retrouve tous là pour un moment de plaisir, de partage d'émotions. Par exemple, avec l'unité d'Avron, au début, on a commencé à se déplacer d'abord sur le lieu pour instaurer aussi un lien de confiance avec la danseuse et puis les personnes. Et puis petit à petit, on a travaillé aussi sur la mobilité, le dehors, le venir à la Villette. Et c'est aussi un autre cadre que de se retrouver dans une salle de danse où on n'est plus dans le milieu hospitalier ou dans le milieu de soins. On est dans un lieu artistique où voilà, on va vraiment être sur cette notion de plaisir. Il y a aussi l'expérience du spectateur qui est forte parce que on est dans une salle avec plein de monde et on ne sait pas qui est qui. C'est juste les sensations, le plaisir qu'on va retrouver dans la salle à partager un spectacle ensemble. Et ça, c'est vraiment très puissant. Je vois qu'il y a Patricia, notre professeure relais, qui est présente dans la salle et qui nous aide à monter certains projets. Et voilà, avec l'hôpital de Bray, on avait une sortie en décembre. Il neigeait ce jour-là. Et en fait, on a été super surprise des retours des jeunes. Voilà, quand on nous a transmis les retours écrits et vocaux de ces jeunes après la sortie au spectacle. Ils nous ont parlé de la neige. Ils nous ont parlé des odeurs de barbe à papa, de popcorn, le bruit dans les gradins, les applaudissements, voilà. En fait, ils nous ont parlé des sensations, mais ils nous ont pas trop parlé du spectacle. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, et ce qui était aussi très puissant, c'est cette expérience-là de reprendre prise sur un quotidien, de plus être dans le lieu aseptisé dans lequel on était, qui était coupé de sensations, mais d'être avec les publics, avec d'autres jeunes, et retrouver tout cet aspect sensoriel en collectif. Donc l'expérience de spectateur, elle est aussi très très forte. Et alors un autre petit projet, c'est pas un petit projet, un autre projet, alors plutôt sur le jardinage qu'on a monté, c'est la 4e année, et hier justement on y était. C'est un projet de jardinage qu'on a monté à la prison de la Santé. Maintenant, ça va faire 4 ans. C'était pendant le Covid, donc à la base, on devait plutôt y intervenir pour des ateliers de danse. Et puis, il se trouve que c'était très compliqué d'intervenir dans des salles. Et il y a un groupe de détenus qui avait envie de se reconnecter à ce qu'ils mangeaient dans l'assiette. Parce que c'est une petite société aussi en détention. Il y a tous les âges, tous les profils. Et il y avait cette question de... qu'est-ce qu'on mange et ça vient d'où ? Et donc ils ont fait un appel à projet, demandé une subvention, mais ils savaient pas par quel bout prendre ce projet. Et donc nous on a décidé après on nous a sollicité, et avec mon collègue Nicolas qui est responsable des jardins, on s'est rendu là-bas et on a sondé d'abord les besoins. Qu'est-ce qu'ils avaient envie de faire ? C'est quoi le jardin idéal selon eux ? Qu'est-ce qu'ils ont envie de mettre de bon dans ce jardin ? Et l'idée, c'était de créer ce potager collectif. Où c'était ils ont un accès en fait permanent à ce jardin. C'est un quartier particulier de la détention. Et en fait, ça va au-delà de se reconnecter à ce qu'on mange. C'est aussi quand on est dans un lieu où on est coupé du temps, on n'a plus de notion temporelle, comment on reprend prise sur le temps,
on retrouve la saisonnalité, on retrouve un certain cadre. Comment on reprend aussi cette notion de sensoriel, le goût à la vie, goûter des plantes, rajouter des aromates pour pimper ses plats, toucher aussi des plantes et voilà, le côté tactile il est important et olfactif parce que là-bas, par exemple, quand moi j'interviens, j'ai pas le droit de me parfumer. On peut pas mettre de parfum, c'est très très neutre sur place. Et là, le fait de retrouver ces herbes aromatiques, ces odeurs, ces fleurs aussi pour embellir ce jardin qu'ils vont partager, il est fort. Et puis, il y a aussi libérer la parole. En fait, c'est un prétexte comme la danse de jardiner parce que on a tous un rapport au jardin, comme on peut avoir un rapport à la danse. Et donc, il y a des personnes qui, en jardinant, nous ont raconté comment était le jardin chez eux, ou le jardin dans leur famille, de leurs parents, de leurs grands-parents, des petites recettes de cuisine qui se sont partagées. Et en fait, cette action, le fait de faire ensemble, déjà, ça nous fait rompre de l'isolement. Et puis, c'est aussi de délier les langues et verbaliser des choses qu'on n'arrive pas forcément à verbaliser en temps normal. Donc voilà, la pratique culturelle, je pense qu'elle aide aussi à ça, à pratiquer pour aussi faire parler le corps ou faire parler par d'autres moyens quand la parole est bloquée. Un peu comme un service après-vente en tant qu'usagère de lieux culturels, de pratiques culturelles. Comment vous réagissez à ce que vous entendez, à toutes ces actions, toutes ces choses qui sont faites depuis plusieurs décennies, si on l'entend? Comment vous le vivez au quotidien et quels exemples positifs ou moins positifs vous pouvez avoir de vos expériences et de vos accès à tous ces lieux et à tous ces moments? Alors, moi je pense que ce que vous dites toutes les trois répond quand on est en situation. Alors moi je peux parler que du handicap psychique. On peut se retrouver dans un certain isolement par rapport aux autres, par rapport à la cité. Il y a des fois besoin qu'on vienne nous chercher pour réintégrer les pratiques culturelles. Donc je pense que la réponse est bonne. Après, ce dont on parlait avec Roma tout à l'heure, c'est que les gens qui ont un handicap psychique sont souvent des gens qui ont peu de moyens et que l'accessibilité financière est aussi importante. C'est vrai que la gratuité est souvent importante ou une certaine accessibilité financière. Mais je trouve, moi, ce que vous dites répond bien aux sensations que j'ai quand je participe à des activités culturelles. Moi, je sens, je parle juste en observatrice, en usagère. Alors, je connais pas tous les lieux culturels en France, tout ce qui est fait, mais j'ai l'impression en effet qu'ils se posent des questions, en tout cas, sur comment on accueille les personnes en handicap psychique. Que forcément on a fait des avancées sur la question de l'inclusion pour les personnes handicap en fauteuil roulant ou pour les personnes sourds-muettes avec des visites en langue des signes ou pour je vois de plus en plus dans les musées des petits livrets faciles à comprendre, à prendre au début de l'exposition. Et je sens que moi la seule chose que je vois c'est en effet les questions de tarifs quoi. C'est-à-dire que je montre que je suis bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé, que comme j'ai un handicap invisible, parfois il y a une incompréhension, donc on se sent comme en situation de devoir prouver qu'on est handicapé, ce qui est très stigmatisant, très perturbant. Donc parfois j'ai l'impression d'être une fraudeuse en fait. Je racontais ça à Taïeb que j'avais il y a pas très longtemps dans un musée. La dernière fois que j'ai été dans un musée, je l'ai mal vécu parce que la personne croyait que je pense que j'étais pas en situation de handicap, ne voulait pas à l'accueil accepter ma notification d'AH, qu'il fallait que je montre la carte mobilité inclusion, ce que j'ai pas parce que j'ai pas de problème de mobilité. Qu'on voulait pas un accompagnateur, etc. Donc je vois que ça m'a complètement finalement j'ai eu la gratuité à mon accompagnateur, mais après comme des négociations avec la personne à la billetterie et ça m'a complètement perturbée dans toute la suite de ma visite, hein, ça c'est évident. Donc oui, je vois que essaye de réfléchir, est-ce qu'il faut faire des horaires adaptés, dans des conditions adaptées. Je comprends qu'on puisse le vivre comme quelque chose de stigmatisant, hein, c'est-à-dire qu'on ferait des horaires que pour ce type de personnes. Donc c'est une autre discrimination. En même temps, moi j'entends qu'il y a des gens, dans certains musées, c'est vraiment
blindé de monde, quoi. Si on veut aller à Orsay ou au Louvre, c'est très très éprouvant. Et je pense qu'il y a plein de gens qui le font pas, qui sont en situation de handicap psychique et qui veulent pas du tout passer le pas, même s'ils sont accompagnés, par exemple, dans une sortie avec le SAVS, etc. Je donnais cet exemple à Marie-Hélène tout à l'heure parce que j'aime bien aller à l'opéra, j'aime bien le ballet. On retombe sur la danse. Et j'ai vu qu'à l'Opéra de Paris, en tout cas à l'Opéra Bastille, ils font une sorte d'accompagnement pour les personnes en situation de handicap psychique ou cognitif ou mental, c'est-à-dire quand on prend la réservation, on fait connaître sa situation. Du coup, on est accueilli par une personne qui nous emmène dans une salle spécifique où on est un peu à l'écart de la foule et après quelqu'un nous accompagne à notre place. Et quand il y a un entracte, on revient nous chercher pour nous remettre dans la petite salle, etc. Donc moi, quand j'avais lu ça, je dis oui, je vois qu'ils essayent de chercher pas des solutions, mais en tout cas de prendre en compte la particularité des personnes en situation de handicap psychique. Et en même temps, quand j'ai lu ça, je me suis dit, j'ai pas du tout envie de faire ça. Enfin, je le dis comme je l'ai ressenti. Je me dis, je suis pas une petite fille, on va pas m'emmener à ma place quand même et venir me chercher après. Enfin, donc oui, il y a une espèce d'ambiguïté, mais peut-être chez nous-mêmes, en fait, sur qu'on nous fasse des choses spécifiques parce qu'il y a des vraies limites et que parfois ça bloque les gens, et en même temps qu'on puisse se sentir stigmatisé parfois sur ce qu'on met en place. Donc, mais en tout cas, le côté positif, c'est que déjà je vois qu'il y a de la réflexion et de la prise en compte de ça. Après, j'ai pas moi de solution, parce que je leur fais des reproches, mais en même temps je me dis qu'est-ce que je voudrais en fait concrètement. Donc oui, qu'il y ait moins de monde, peut-être c'est déjà ça, ou qu'on puisse s'échapper de l'exposition ou du spectacle quand ça va pas, parce que finalement il y a des gens qui le prennent un peu comme une prise de tâche, c'est un peu fort, mais se dire moi j'ai jamais tenir un spectacle 2 heures ou même dans un film. Il y a quelques fois où j'ai pu faire des sorties cinéma, théâtre avec des personnes en situation de handicap comme moi qui sont accompagnés au SAVS. Je vois qu'il y a des gens qui veulent absolument toujours s'asseoir au bout de la rangée pour pouvoir partir et s'éclipser. Donc voilà, c'est aussi une question tout simplement de placement dans la salle. Peut-être qu'il faut des places réservées pour nous. Mais donc voilà, oui, c'est une réflexion à mener et qui forcément est à mener avec nous, les personnes en situation de handicap psychique, d'entendre quels sont nos besoins d'abord. Il y a en effet la question de la formation des personnels, des lieux culturels, mais aussi la communication envers les personnes, de savoir ce dont elles ont le droit, et justement sortir pendant le spectacle ou sortir lors du cinéma. Et en fin de compte, c'est pareil pour tous les publics. On en parlait aussi, c'est cette question à un moment donné, comment les dispositifs d'accessibilité, en fait, ils deviennent aussi une question universelle. Et que aujourd'hui on a martelé sur les spectacles jeunes publics que justement les enfants pouvaient sortir, rentrer, pouvaient parfois s'exprimer, parce qu'un enfant s'exprime à haute voix son émotion et parfois se met debout et court pendant un spectacle, mais c'est sa façon de s'exprimer parce qu'il n'a pas forcément les mots, et c'est la manière dont des appropriations en fonction de certains publics en fait deviennent universelles, et c'est là où on doit travailler sur ces points de communication aussi pour les équipes artistiques, pour les acteurs qui sont sur scène. C'est pas évident de voir des gens se lever et partir et rentrer, etc. Mais ça fait partie, à mon avis, du rôle en effet du ministère de la Culture de former ces acteurs, les artistes à cela, cette compréhension des différents publics. Et ça me permet juste aussi de vous dire qu'il y a un guide qui va sortir prochainement avant l'été sur justement l'accueil des personnes ayant des troubles du neurodéveloppement, donc dans tous les lieux culturels. Donc c'est un ouvrage qui va être fait de fiches pratiques pour les établissements culturels, mais aussi pour les autres professionnels, et donc qui s'inscrit dans la stratégie interministérielle pour les troubles du neurodéveloppement. Donc voilà, donc il y a ce travail aussi commun de formation à mettre en place, et en effet qui
qui évolue petit à petit, mais c'est vrai que évidemment on a aussi nous le turnover des équipes en lieu culturel qu'il faut reformer. On a la chance d'avoir beaucoup d'associations aussi qui sont dans cet accompagnement, hein. Je pense que vous parliez de culture relax sur les propositions. Voilà, il faut que encore une fois, c'est tous ensemble qu'on arrivera à porter ce message-là et que ça soit à la fois pour les publics qui aient conscience des possibilités et en même temps de la formation aussi de nos personnels. C'est vrai qu'il y avait la question de la formation et elle est hyper importante. Et elle ne s'applique pas que pour le service des publics et les services des médiations. En fait, on parle vraiment de chaîne d'accessibilité où elle doit s'appliquer dès la programmation, où les programmateurs doivent avoir à l'esprit aussi ces questions-là. Nous, à la Villette, on a monté un comité de pilotage et on a nommé dans chaque direction un référent accessibilité. Donc ça s'applique sur la manière de communiquer et de penser les choses. Il y a toujours un référent. À la technique aussi, est-ce qu'on pense des espaces, par exemple si c'est emplacement debout, avoir à l'esprit qu'il y ait des assises, est-ce qu'il va y avoir des lumières stroboscopiques ou des choses qui sont gênantes et du coup de nous en informer. Enfin voilà, c'est comment on se passe plus facilement les informations. Et c'est aussi former les agents de sécurité, les agents d'accueil. Tout le monde doit être formé à son échelle sur ces questions d'accessibilité. Et après, c'est vrai que vous avez parlé de culture relax. Alors nous, on a mis en place aussi les relax depuis 2 ans. Donc je ne sais pas si tout le monde connaît ce que c'est que ce dispositif, mais je peux vous en donner quelques lignes. Donc en fait, ce sont des séances où on n'altère pas le son ni la lumière. C'est des séances où on va communiquer à tous les publics que, quel que soit son handicap ou pas, on va pouvoir vivre ses émotions sans contrainte et jugement. Si on a envie de vocaliser, si on a envie d'applaudir au moment où personne n'applaudit, si on a besoin de sortir ou de monter et descendre dans les gradins, on met un espace détente à disposition, donc on peut sortir à tout moment. Il y a un d'espace Noslen, on va dire, qu'on met en place dans cet espace détente avec de la lumière tamisée, des poufs, des petites couvertures lestées pour se réancrer, pour redescendre si on a une crise, des fidgets. On peut, on propose un questionnaire en fait aux participants qui se sentent concernés ou qui ont des besoins spécifiques pour la représentation. Donc, est-ce qu'il y a des difficultés de mobilité, des besoins d'assises particulières, d'être proche de la scène ou au contraire d'être un peu plus loin de la scène, plutôt sur les extérieurs? Est-ce qu'il y a des personnes à mobilité réduite en fauteuil, transférable ou pas? Voilà, c'est des questions comme ça, on a besoin de cerner les besoins. On récupère ces questionnaires, bien sûr on fait ça en toute discrétion et le jour J on a une table d'accueil et on peut accompagner les publics si elles le souhaitent vers le SAS, vers l'espace détente. Elles peuvent aller s'asseoir en salle plus rapidement si c'est compliqué pour elles d'attendre ou en fait il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent parce que c'est une séance relax mais vont pas compléter le questionnaire parce qu'elles n'ont pas envie justement qu'il y ait tout cet accompagnement, mais elles savent qu'il y a ce cadre-là qui est assoupli, qui est détendu et donc ça aide et on s'est rendu compte que justement un dispositif qui est pensé, on pourrait penser spécifiquement, en fait sert à plus globalement, puisque on a aussi beaucoup de familles qui viennent sur les séances relax et qui nous disent en fait voilà le cadre assoupli, nous ça nous détend tout de suite, d'autant plus qu'en début de représentation on fait une annonce au micro en expliquant que voilà c'est une séance relax et que à tout moment les personnes peuvent vivre leurs émotions, les verbaliser, sortir de la salle et donc tout de suite le fait de le dire au micro, de l'annoncer en public, ça détend les corps, ça détend tout le monde et ça on a beaucoup de retours positifs, d'applaudissements après cette annonce, c'est vu de façon très bienveillante. Je pense que c'est en mettant en place de plus en plus de dispositifs comme celui-ci qu'on va aider à croiser les publics et à changer un peu le paradigme de la santé mentale aussi. Alors, juste, moi, je voudrais rebondir sur... parce qu'en effet, je pense qu'il faut continuer ce genre d'action, mais c'est surtout, au-delà de dire que c'est la mission de la culture, c'est aussi la mission de la santé publique. Je pense de déstigmatiser les troubles psychiques, les maladies, le handicap psychique, d'expliquer justement au public, alors c'est par des actions comme aujourd'hui, mais je pense qu'il faudra aussi, là, ça serait peut-être aussi à notre gouvernement
d'aller un peu au-delà, de dire que de travailler vraiment sur cette déstigmatisation. Il paraît que c'est justement l'objectif de l'année, la santé mentale. Bon, on a changé de gouvernement entre-temps, bref. Mais c'est vrai que je pense que vraiment le travail de déstigmatisation est un facteur primordial, indispensable pour justement que tu ne puisses plus vivre ce genre de situation, Romain. Parce qu'au-delà, donc là oui c'était la guichetière qui ne comprenait pas, mais après c'est aussi le public, la personne derrière toi à l'accueil qui va dire mais pourquoi elle grille, et puis c'est pas acceptable, et gna gna gna. Enfin, on pense à toutes ces situations complètement absurdes, ubuesques, mais je pense qu'en effet il y a vraiment tout un travail à faire, et là ça relèverait pour moi plus de la santé publique, même si c'est très bien que la culture s'y mette avant la santé, tant mieux. On va essayer de rattraper. Ça me donne une transition assez facile.